Lors de la conférence d'O 1984, Daniel Kemp explique les différences entre l'esprit et l'ego. L'esprit est un convertisseur d'énergie indifférencié tandis que l'ego se considère comme un capteur d'énergie en raison de sa capacité de réflexion. Lorsque les voiles de l'ego sont détruits, l'ego devient un transformateur d'énergie indifférencié et il n'y a plus de différence entre lui et le rayon provenant de sa planète mentale d'origine. Kemp affirme que l'ajusteur de pensée est un concept psychologique sans substance absolue, utilisé par l'esprit contre l'ego. L'ego devrait détruire le concept de l'esprit pour convertir l'énergie indifférenciée. Une fois les illusions de l'astral comprises et dissoutes, le double défini se produit dans la destruction des illusions de l'esprit, permettant le dépassement et le contrôle de la fusion. Kemp souligne que l'ajusteur de pensée et la fusion sont des concepts manipulatoires utilisés pour ceux qui ne peuvent pas comprendre réellement l'énergie transportée par les mots. Il explique que l'homme a toujours tendance à ajuster les choses par rapport à autre chose, mais que le mental doit s'ajuster de par lui-même pour réaliser sa propre harmonie. L'individu doit être capable de discerner ce qu'il sait réellement et ce qu'il ne sait pas. L'auteur explique qu'il existe deux formes d'énergie, l'astral et le mental, qui travaillent légèrement différemment. Pour faciliter la compréhension de ces concepts, il est nécessaire de leur donner un nom. On parle alors des ajusteurs de pensée pour désigner une nouvelle forme d'énergie mentale qui se développe chez certains individus. Cette énergie mentale évoluée va influencer le reste du mental et obliger la pensée à travailler selon une forme nouvellement définie. L'augmentation des énergies internes de l'homme, notamment au niveau physique, vital, astral et mental, est due à l'augmentation de l'énergie ambiante. Par exemple, le passage de Jéhoshua ben Joseph sur Terre aurait augmenté le schéma vibratoire de l'humanité. Ainsi, l'Esprit Saint aurait pu apparaître en l'homme grâce à son propre développement mental. L'auteur précise que l'ajusteur de pensée n'est pas une entité extérieure, mais plutôt une connexion avec une énergie supérieure au mental, en termes vibratoires et non religieux. Cette connexion est rendue possible grâce à l'énergie mentale de l'individu lui-même. Quant à la relation entre les cellules cérébrales et l'ajusteur de pensée, l'auteur explique que les cellules neuronales se transforment en action plutôt qu'en taille ou en forme. Elles permettent au siège de l'astral et du mental d'habiter un corps vital et physique. Ainsi, lorsque le mental ou l'astral se transforme, les cellules du cerveau doivent également se transformer pour s'adapter à ces nouvelles énergies. Par exemple, lorsqu'une personne lève la main, l'énergie électrique doit passer par de nombreuses cellules cérébrales avant d'atteindre la colonne vertébrale. 7. Personne explique que l'augmentation des vibrations mentales dans l'homme va permettre aux cellules du cerveau de conduire l'électricité de façon purement électrique, sans réaction chimique. Cela signifie que les neurones pourront fonctionner de manière plus rapide et efficace. Actuellement, seulement 12% des neurones humains sont utilisés consciemment, mais avec cette augmentation d'énergie mentale, les autres neurones pourront également être stimulés et utilisés. Cela entraînera une transformation et une mutation de l'homme. Même si certaines personnes ne comprennent pas encore les enseignements, l'énergie qu'elles absorbent augmentera leur taux vibratoire et finira par muter leurs cellules cérébrales, leur donnant ainsi accès à la connaissance réelle. Dans un futur proche, la communication entre les individus pourrait se faire par télépathie, permettant un échange instantané de connaissances au niveau mental. Ce processus de transformation a déjà commencé chez quelques individus et va s'intensifier dans les années à venir. L'évolution de l'homme vers des niveaux de conscience supérieurs peut être accélérée grâce à certaines avancées technologiques et formations, telles que le PMC. Dans un avenir proche, il pourrait devenir courant pour certains individus de communiquer par télépathie mentale. Deux méthodes permettent d'accéder à un mental supérieur, l'autodestruction de l'astral par la souffrance, ce qui laisse place à un mental plus fort, ou le développement mental conscient qui permet de surpasser l'astral sans avoir à souffrir. Il est difficile pour un sage d'expliquer sa sagesse à ceux qui ne la possèdent pas, mais il est possible de transmettre vibratoirement une forme d'énergie qui peut augmenter le niveau vibratoire de l'individu et entraîner une mutation cérébrale conduisant à la connaissance. Cependant, la psychologie astrale est également capable d'absorber et d'analyser cette énergie, ce qui peut entraver le processus d'évolution. Le schéma mémoriel des connaissances est utilisé pour appliquer ces connaissances à un support vibratoire spécifique. Cela ressemble à un casse-tête, où l'énergie est représentée par les formes du dessin. Nous fouillons notre mémoire afin de trouver des morceaux qui ressemblent aux formes énergétiques du support. C'est l'aspect astral de notre être qui tente d'appliquer ces morceaux de mémoire. Cependant, notre mental développé fonctionne différemment.
Il stimule simplement l'énergie sans se soucier de la compréhension. Lorsque des personnes assistent à une conférence, elles peuvent perdre le contenu car elles essaient de l'appliquer à leur propre casse-tête astrale. Cette tentative d'harmoniser nos différents corps énergétiques est un piège de l'ère du poisson. Au lieu de cela, nous devrions chercher à équilibrer nos vibrations physiques, vitales, psychologiques et mentales de manière non typique. L'objectif est que chaque corps puisse s'autocontrôler sans être contrôlé par les autres. Vouloir harmoniser ces corps revient à s'auto-détruire, car c'est l'ego qui cherche à s'exprimer davantage. Le seul moyen de faire évoluer l'homme est de travailler sur son mental, qui peut se discipliner et être éduqué. Ainsi, l'homme devrait travailler sur son développement mental pour évoluer. Dans cette discussion, l'auteur aborde la question du discernement entre le mental et l'astral dans l'évolution psychologique humaine. Il explique que le mental peut se personnaliser et discerner les phénomènes intellectuels en contact avec une énergie supérieure. Cependant, il critique l'utilisation du terme fusion comme une expression ésotérique pour réconforter les individus. Il soutient que les mots sont limités par leur définition et que l'interprétation varie selon l'apprentissage de chacun. Il explique que tout est énergie, mais que les humains ont du mal à comprendre cette notion et la traduisent souvent en parallèle chimique, psychologique ou matériel. Il remet en question le besoin de créer de nouvelles formes mentales pour s'accrocher, similaires à celui des religions. Finalement, il souligne que le langage est une forme de parabole ultime, qui peut être utilisée pour communiquer avec différentes populations, mais qui nécessite un filtre. Dans cet extrait, l'auteur parle de la fusion comme étant un concept utilisé par ceux qui prétendent avoir la connaissance et le savoir. Selon lui, la fusion n'est pas une fin, mais un début, une évolution, une illumination. Il explique que le terme fusion a été utilisé à tort et à tarte par certaines personnes qui cherchaient à monter sur une marche imaginaire, mais qu'il est en réalité un concept plus vaste. L'auteur souligne également l'importance de clarifier notre langage pour développer notre mental et explique que la fusion est une façon pour l'individu authentique de se comprendre lui-même. En fin de compte, il précise que la fusion ne signifie pas que l'individu est complètement fusionné, mais plutôt qu'il est en processus d'évolution. Dans ce passage, l'auteur parle de la fusion, qui est un processus où différentes substances se mélangent pour former une nouvelle entité. Il explique que si le mental, le supramental, l'astral, le vital et le physique se fusionnent, il n'y aura plus de corps individuels distincts, mais une entité totalement différente et invisible à l'œil humain. L'auteur mentionne que la fusion a été réalisée par certaines personnes, comme le Nazaréen, qui a obtenu un corps de lumière. Cependant, il précise que la fusion complète implique de ne plus pouvoir revenir dans un corps physique, cela nécessiterait une descente aux enfers. L'auteur souligne que la plupart des individus ne sont pas fusionnés, bien qu'ils puissent être en fusion, et que le terme fusionné est utilisé de manière abusivement, sans en comprendre réellement la signification. Il explique également que le mot fusion a été employé pour définir un symptôme de l'évolution et de la transformation humaine, car le terme évolution était mal utilisé. L'auteur encourage les gens à utiliser les nouveaux termes de manière appropriée et à ne pas mélanger les concepts anciens et nouveaux. Le phénomène dont il est question ici est celui de certaines personnes qui, lors de rencontres ou conférences, se laissent emporter par leurs propres concepts et idées et finissent par se prendre au sérieux et se croire supérieurs. Ces personnes semblent comprendre les enseignements mais en réalité ne font que répéter ce qu'on leur a dit sans réelle compréhension personnelle. Le problème réside dans le fait que ces personnes finissent par quitter les conférences et disparaissent sans rien avoir assimilé réellement. Par la suite, elles se retrouvent souvent dans une panique totale car elles ne savent plus quoi faire. L'auteur met en garde contre ce phénomène et souligne l'importance de développer sa propre connaissance plutôt que de dépendre des enseignements des autres. Il explique également que certaines personnes parviennent à un stade où elles emportent leur corps avec elles à leur mort, ce qui signifierait qu'elles sont sur le point de transcender la mort et de ne plus vieillir. Cependant, il précise que la plupart des gens ne parviennent pas à ce stade et doivent faire face à leur propre mort physique. La personne dont il est question dans le texte est sur le point de mourir et sera entourée par des énergies similaires aux siennes, mais peut-être légèrement supérieures. Après la mort, son taux vibratoire diminuera et son corps physique commencera à se régénérer, ce qui lui permettra de rajeunir. Le corps physique se transformera en lumière grâce à une augmentation vibratoire. Après la mort, le corps ira dans un endroit indescriptible car les mots français ne sont pas suffisamment adaptés pour le décrire. Certains théoriciens pensent que cela permet de renforcer l'énergie de Dieu,
mais en réalité, cet événement n'a pas de but précis, il arrive. Simplement. Le concept de cause et d'effet, qui préoccupe l'humanité, est une distorsion majeure dans l'évolution humaine. Il n'y a pas de grand maître évoluant pour aider l'humanité, mais l'énergie supplémentaire dans l'univers peut aider indirectement. Les individus qui emportent leur corps après la mort, ou ceux qui ne meurent pas mais évoluent, attirent des événements ou des personnes similaires à leurs vibrations pour parfaire leurs parcelles imparfaites. Le processus se fait naturellement. Est-ce désir conscient? Certains peuvent rester prisonniers des structures politiques, tandis que d'autres peuvent aller dans un endroit appelé l'Agartha pour continuer leur évolution. La mission de l'être humain normal sur Terre est d'être prêt à vivre et à évoluer. Être prêt signifie être en vie, en état d'évoluer et de mériter de vivre. Cela ne se résume pas seulement à gagner de l'argent, mais à développer son être physique, social et matériel pour faire face aux problèmes de la vie. La société actuelle protège l'homme, mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas besoin de se développer pour faire face aux défis matériels. Être prêt implique d'être attentif aux dangers, qu'ils soient physiques ou psychologiques, et de rester fidèle à soi-même dans toutes les situations. Le hasard, le karma et les leçons de vie sont des concepts psychologiques qui dépendent du contexte individuel. Être prêt à vivre signifie être conscient de soi et de son environnement. Le texte parle de la notion d'être prêt dans l'évolution humaine. Être prêt ne signifie pas seulement réussir des examens ou des épreuves, mais être prêt sur tous les plans. Cela implique d'être capable de surmonter les difficultés et de progresser dans son évolution personnelle. Certains individus, appelés maîtres du monde, sont considérés comme étant prêts car ils ont atteint un niveau élevé d'évolution et ont apporté leur corps à leur mort. Ils ne maîtrisent que leur propre réalité mais influencent indirectement le monde. Grâce à leur énergie évoluée. Cependant, ils ne sont pas les maîtres des autres personnes. Leur évolution entraîne également une évolution intérieure chez les autres. Dans ce texte, l'auteur parle de l'évolution génétique et intellectuelle des êtres humains au fil des générations. Il explique que chaque génération est un peu moins stupide que la précédente, car les enfants apprennent différemment de leurs parents. Au bout de quelques générations, un individu naît avec une intelligence à 100%. T'es ainsi un génie. Cependant, l'auteur affirme que l'évolution planétaire et solaire se soucie peu de l'évolution individuelle. Selon lui, il n'y a ni libre arbitre ni hasard dans ce processus, mais une loi mathématique qui finit par engendrer des génies. Il soutient que ces individus d'élite ont un devoir d'aider les autres à évoluer, bien que cela ne soit pas un désir conscient de leur part. Toutefois, il souligne que la société actuelle possède de nombreux outils pour évoluer, mais que nous sommes souvent perdus dans leur utilisation. Enfin, l'auteur critique le fait de croire en quelqu'un pour être sauvé, estimant que cela pose un problème majeur dans notre évolution actuelle. Dans cette discussion, l'orateur aborde le sujet de l'éducation sociale et de son impact sur les individus. Il souligne que notre éducation est influencée par nos parents, l'école, la société, et qu'elle peut nous limiter dans nos possibilités. Il imagine un scénario où un individu avec des connaissances particulières déciderait de construire un monastère au Québec, similaire à ceux du Tibet il y a des milliers d'années. Il souligne que la discipline est essentielle dans cette entreprise, mais que la discipline actuelle peut être psychologique ou mentale. Il estime que les personnes possèdent les outils nécessaires, mais ne savent pas comment les utiliser, et que le mental est la seule forme d'énergie qui peut entrer en contact avec une énergie supérieure. Il suggère que les anciens monastères ont préparé ce qui se passe actuellement et que de nombreux concepts religieux et philosophiques en découlent.